Bienvenue dans le métro japonais pour cette première vidéo de Tokyo Hajime. Le concept de Tokyo Hajime est de proposer un regard différent sur la culture japonaise avec clarté et précision. Nous allons aborder aujourd'hui deux visages du Japon, celui de la culture pop et celui d'un Japon plus traditionnel en partant de Tokyo jusqu'à Nara en passant par Kyoto. Le Japon étant un pays plein de surprises, accrochez-vous car ce que vous allez voir va vous émerveiller. Pour commencer, nous nous rendons à Akihabara, le quartier de la culture geek. Nous voici arrivés à Akihabara, le quartier favori des geeks et otaku, amateurs d'électronique et de manga. Dans les années 90, le quartier était surtout célèbre pour ses nombreuses boutiques d'électronique bon marché. Aujourd'hui, la situation est différente puisque la majorité des boutiques high-tech ont déserté pour être remplacées par des boutiques spécialisées en produits dérivés issus de l'univers manga. Ces dernières années, Akihabara est moins attractif pour les étrangers en recherche de produits rares car les prix ont considérablement augmenté. Néanmoins, en cherchant un peu, il est toujours possible de trouver de bonnes affaires que l'on ne trouve pas sur internet. Dans le quartier d'Akihabara, de nombreux stands d'équipements informatiques cohabitent avec les énormes affiches de visual novels ou d'animés tels que le très populaire Evangelion. Souvent de bonne heure, les rues sont envahies dans les quartiers populaires comme celui-ci. Qu'est-ce que serait Akihabara sans ses boutiques de Japanimation? Allons visiter celle de Kotobukiya. La première fois que l'on rentre dans une boutique spécialisée en produits dérivés issus de la culture manga, on est souvent émerveillé par la diversité de produits proposés pour chaque série phare. Il n'est pas rare de trouver de tout, des t-shirts, des figurines, ainsi que des porte-clés, des cartes à jouer, des mugs et de la papeterie à l'effigie de nos héros préférés. La démesure japonaise est bien présente dans ces magasins qui sont très souvent composés de plusieurs étages, chacun avec un type précis de produit mis en vente. Cependant, entre chaque boutique, les prix pour la même marchandise peuvent varier. Il est conseillé avant de se jeter dessus de faire un tour des points de vente voisins pour acheter au meilleur prix. Et pour les gamers, c'est parti pour le temple du rétro gaming Super Potato. Super Potato ou comment faire saliver les joueurs nostalgiques que nous sommes. Ici, c'est le temple du rétro gaming, c'est-à-dire les consoles et jeux d'une ancienne époque qu'il est aujourd'hui impossible de trouver en dehors du marché de l'occasion. Si le rétro gaming est un phénomène actuellement, les prix pratiqués sur internet sont abusivement chers. Retro gaming oblige, on trouve absolument de tout, des jeunesses, Super Nintendo, Nintendo 64, Mega Drive, Saturn, Dreamcast. Et même des jeux sur PC Engine. Dans cette boutique d'Akihabara, il est possible de faire d'excellentes affaires, surtout concernant le prix des consoles vendues entre 30 et 60 euros, souvent avec une manette fournie. Vous rêviez d'avoir une bonne vieille Dreamcast? Celle-ci vous coûtera moins de 40 euros. Évidemment, les prix varient selon l'état général de la console et si celle-ci est vendue dans sa boîte d'origine. Fan de Sega de l'hérisson bleu, achetez une Mega Drive 2 pour moins de 50 euros.
Trouver un jeu très rare sur internet et vendu hors de prix sur la toile est un jeu d'enfant ici, et pour un prix dérisoire, puisque le prix des jeux excède rarement la trentaine d'euros qu'apporte la rareté et le support de celui-ci. Le rayon des jeux Mega Drive, la console mythique de Sega, est très fourni en jeux cultes tels que le jeu Michael Jackson et Duke Nukem. Il est également possible de trouver des jeux sur la WonderSwan Color, une console portable couleur, sortie fin 2000, fabriquée par Bandai et très populaire sur l'archipel. Et poursuivons notre visite de Super Potato par son deuxième étage. La décoration des boutiques japonaises est souvent composée de nombreux stickers aux couleurs du thème de celle-ci. Composé de 3 étages, Super Potato propose au deuxième étage des univers liés à la Game Boy et aux consoles 32 bits PlayStation, 64 bits Nintendo 64, et 128 bits avec la PlayStation 2 et la Wii. Mais également les OST de vos jeux favoris comme la très célèbre saga Final Fantasy. Et d'anciens guides et magazines sur les jeux phares de l'époque. Le vaste espace PlayStation 1 propose des jeux qui ont marqué l'histoire de la console, comme le très bon Tales of Destiny qui a vu naître un remake sur sa petite sœur la PS2 fin 2006. On trouve aussi des accessoires PlayStation 2 comme des manettes ou des sticks arcade. Et nous continuons notre périple par le troisième étage qui va vous réserver une bonne surprise. Le troisième étage fera verser une larme à certains puisqu'on peut jouer à d'anciennes bornes d'arcade sur des jeux rétro tels que King of Fighters 98. Et comme toute bonne chose ont une fin, et pour rester dans les bornes d'arcade, faisons un tour au Club Sega. Pour finir avec Akihabara, voici un exemple de jeu proposé dans les bornes d'arcade Sega, avec des shoot'em up plus difficiles les uns que les autres. Nous avons fini de vous présenter Akihabara, nous partons pour des nouvelles destinations. Nous sommes à Shibuya et comme vous pouvez le voir, la population est dense. Cela n'est pas étonnant car Shibuya est le quartier branché de Tokyo. Ici, les Japonais se donnent rendez-vous au pied de la célèbre statue de Hachiko, ce chien tant célèbre à son maître, qu'une fois ce dernier décédé, son animal l'attendait durant près de 10 ans à la même heure devant cette sortie de métro. Les jeunes Tokyoïdes se retrouvent dans ce quartier après les cours ou une fois en week-end
Pour faire du shopping, aller au cinéma ou boire un verre. Ainsi, on peut y voir tous les différents styles vestimentaires à la mode, à la fois pour les hommes et pour les femmes, qui sont vêtus de manière très sophistiquée. Tout est très grand à Shibuya avec ses énormes centres commerciaux comme la tour 109 dont on entend parler dans de nombreux mangas. Nous nous apprêtons à franchir le carrefour de Shibuya qui est le plus utilisé dans le monde puisque plus de 100 000 Japonais le traversent chaque jour. Nous avons fini de vous montrer un aperçu de la culture pop du pays, place à son côté traditionnel très cher aux Japonais. Après avoir évoqué le visage moderne du Japon, nous sommes dans le quartier d'Asakusa pour aborder le côté traditionnel japonais. Nous voici devant la porte du tonnerre Kaminarimon. Et pour commencer, nous allons traverser l'allée marchande Nakamize-dori qui mène au temple Sensoji dédié à la divinité Kannon. Durant l'ère Edo de 1615 à 1868, dernière période du Japon avant l'ouverture des portes aux étrangers, Asakusa fut très populaire à la fois pour le temple Sensoji que nous allons voir dans quelques instants, mais également pour sa proximité avec le quartier Yoshiwara, très réputé pour ses nombreuses maisons closes. Ce n'est pas tout car le quartier durant cette période était aussi l'endroit où se pratiquait essentiellement le kabuki, c'est-à-dire le théâtre japonais où les acteurs endossent très souvent des rôles féminins dans des pièces souvent tragiques. Le kabuki est d'ailleurs le thème principal du shoujo Le chemin des fleurs édité chez nous par Kazemanga. Et de nos jours, l'allée commerçante Nakamize-dori ne perd pas de son charme puisqu'il est possible d'y trouver des produits traditionnels typiquement japonais comme des biscuits de riz, des masques, des éventails classiques et aussi à l'effigie des acteurs phares de swap japonais et surtout de magnifiques yukata, ces kimonos qui sont portés par les hommes et les femmes lors de festivals principalement. De par son ambiance si forte, le quartier d'Asakusa rassemble beaucoup de touristes comme vous pouvez le voir. Voici la Ozomon où porte de la maison du trésor mène au Sensoji. Construite en 942, elle connut de nombreuses reconstructions. Détruite lors d'un incendie en 1631, elle fut reconstruite par le shogun Iemitsu Tokugawa en 1636. Elle fut à nouveau brûlée en 1945 lors des frappes aériennes de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est qu'en 1964, par une donation de 150 millions de yens, qu'elle fut à nouveau reconstruite. On trouve de chaque côté du Ozomon une statue de Nyo, la divinité gardienne de Bouddha. Juste après avoir franchi cette porte, on y trouve une pagode, une tour de 5 étages renfermant souvent des reliques bouddhistes. Au pied du Sensoji, on y trouve de petits stands dont un que l'on va vous montrer car il définit bien certaines us et coutumes connues du Japon. Voici un jeu de hasard prédisant l'avenir professionnel, sentimental et physique. Le principe, déposer une pièce de 100 yens et tirer à bâtonnet dans une boîte en fer. Sur le bâtonnet tiré porte une inscription correspondant à un tiroir dont on tire une feuille nous prédisant l'avenir. Voici enfin le Sensoji, le temple le plus ancien de Tokyo, datant de l'an 645. Nous terminons notre visite par ces alentours avec un charmant parc où nous pourrons y voir de nombreuses sépultures en hommage aux divinités bouddhistes dans un cadre somptueux avec une petite rivière artificielle.
Et pour continuer d'être dans cette ambiance zen, nous vous proposons de voir un des aspects traditionnels japonais des plus marquants. Le charme du Japon est sa capacité à proposer en un instant une multitude d'atmosphères différentes et fortes en émotions au simple détour d'une rue. Nous allons vous en montrer un bel exemple aujourd'hui. Il suffit de marcher quelques instants pour tomber sur un temple shintoïste, la plus ancienne religion du pays. Celle-ci faisant partie intégrante de la culture japonaise, il n'est pas rare de tomber sur un temple religieux dont l'entrée est signifiée par un grand torii, une sorte de grand portail dont le dessus de ce dernier est incliné. Si nous vous proposons de vous montrer l'entrée de celui-ci, c'est parce qu'il se trouve en pleine communion avec la nature. Nous partons maintenant en direction de Kyoto pour vous montrer le plus célèbre temple de la ville. Le Kinkakuji, plus couramment appelé chez nous le pavillon d'or, est le plus célèbre temple de Kyoto. Sa beauté vient de son habillage constitué principalement d'or qui vous marquera à n'en pas douter. Construit en 1397 par le shogun Yoshimitsu Ashikaga, le Kinkakuji fut totalement incendié en 1950 par un moine souffrant de folie et fut reconstruit à l'identique en 1955. Sa rénovation date de 1987 dont l'armature dorée fut renforcée. C'est en 1994 que ce somptueux temple fut protégé par le patrimoine mondial de l'UNESCO. Notre périple se termine par une dernière visite, et non des moindres, celle du Todaiji. Et pour finir avec ce premier épisode de Tokyo Hajime, nous sommes à Nara devant le grand Bouddha appelé Daibutsuden du temple Todaiji. Mesurant environ 16 mètres, elle est la plus grande statue de Bouddha au monde. À côté de celle-ci se trouve la statue de Basatsu Kokuzo, la divinité de la sagesse et de la bonne fortune. Cette statue de bois est recouverte d'or du plus bel effet. Statue de Komokuten, un des 4 rois célestes qui protègent les 4 directions cardinales du royaume de Bouddha. Il est celui de l'ouest et voit à travers le mal. Enfin, voici la statue de Tamonten, qui fait également partie des 4 rois célestes. Il est le gardien du Nord et on dit de lui qu'il sait tout, qu'il entend tout dans le royaume. Cette première émission de Tokyo Hajime touche à sa fin, on espère qu'elle vous aura fait voyager et on vous donne très vite rendez-vous pour une prochaine vidéo.